Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette table ronde portant sur la circulation des publications américanistes en France et dans les Amériques. Je suis Mathieu Baudry et je coordonne cette table ronde avec Laura Lema-Silva en tant que chargée de publication et secrétaire de rédaction de l'Institut des Amériques. Nous avons pensé et construit ensemble cette table ronde dans la continuité de notre collaboration et de notre réflexion sur la valorisation des publications de l'Institut des Amériques. Dans le cadre de ce congrès et de cette table ronde, nous avons choisi d'aborder une autre échelle de la valorisation en pensant les publications en termes de circulation et de parcours entre la France et l'Europe d'un côté et les Amériques de l'autre. Donc, l'objectif de cette table ronde est triple. Premièrement, nous voulons donner à voir non pas seulement des parcours de recherche internationaux, mais également des parcours éditoriaux à l'échelle internationale qui peuvent développer, influencer, voire restructurer ou rediriger la recherche elle-même. Ensuite, nous souhaitons mettre en avant la création de nouvelles relations universitaires internationales qui peuvent susciter des projets éditoriaux originaux et ainsi valoriser la dimension institutionnelle et diplomatique que peuvent acquérir des parcours éditoriaux internationaux. Enfin, nous souhaitons évoquer des pistes concrètes de parcours éditoriaux possibles entre l'Europe et les Amériques via des retours d'expérience et des avis d'experts. Nous remercions donc d'ores et déjà les participantes et participants de cette table ronde que nous avons le plaisir de recevoir et d'écouter pour qu'à l'issue de leur prise de parole, de multiples chemins se dessinent. Je propose donc de donner tout d'abord la parole à Élodie Edwards-Grossi. Élodie Edwards-Grossi est maîtresse de conférences en études anglophones et en sociologie à l'IRISO, Université Paris-Dauphine PSL. De janvier 2015 à décembre 2016, elle était en résidence à l'UMI Epidapo à Los Angeles en Californie. Puis de 2017 à 2018, boursière Fulbright et George Lucy à l'Université Tulane à la Nouvelle-Orléans. Agrégée d'anglais et sociologue de formation, elle a notamment publié Bad Brains, la psychiatrie et la lutte des Noirs américains pour la justice raciale 20e, 21e siècle aux presses universitaires de Rennes en 2021 et Mad with Freedom, The Political Economy of Blackness, Insanity and Civil Rights in the US South chez Louisiana State University Press en 2022 et qui a obtenu le 2023 Jewel and Francis Landry Awards. Merci beaucoup, merci pour cette présentation et merci surtout pour cette invitation. Ce genre de table ronde est une initiative assez rare et assez précieuse, je pense, pour partager justement à la fois le contenu de nos recherches, mais aussi la cuisine interne, si on peut dire, justement le travail éditorial de publication, de circulation de nos recherches après leur conception. Alors, je pense que j'ai environ 10 minutes, c'est ça pour, Oui, un petit peu plus si vous souhaitez. Un petit peu plus, d'accord. Alors, je vais essayer de vous parler un petit peu de ces deux ouvrages, de la manière dont ils ont essaimé, et surtout du travail de recherche et du parcours en fait qui m'a amené justement à concevoir ces deux ouvrages pour un public francophone et pour un public anglophone. Alors effectivement, j'ai eu un parcours un petit peu fragmenté, on peut dire, entre les États-Unis et la France quand j'ai fait ma thèse, puisque dès l'origine, en fait, j'ai eu des séjours assez longs dans des universités aux États-Unis, à UCLA, à Chicago en amont, en master, et puis j'avais bénéficié d'un contrat doctoral CNRS au sein d'une UMI à UCLA. Où j'avais d'ailleurs fait une bonne partie de ma thèse. Et puis, j'avais aussi eu une bourse d'1 an pour participer, pour être au sein du département d'histoire de l'Université Tulane en Louisiane, où j'avais d'ailleurs fini cette thèse. Et donc, dès le début, je m'étais dit qu'après la soutenance, l'idée, ce serait de concevoir un ouvrage en anglais. Alors, je ne savais pas si cet ouvrage serait directement allait être directement issu de la thèse et serait une traduction de la thèse, ou si ça serait une partie de la thèse uniquement. Et puis la deuxième perspective que j'avais, c'était que cette thèse, c'était une thèse en codirection entre l'histoire et la sociologie.
Et donc finalement, ce travail éditorial double, je l'ai pensé à la fois comme double d'un point de vue chronologique, puisque les deux ouvrages que j'ai d'ailleurs amenés pour vous montrer les couvertures, finalement, ont scindé en deux mon manuscrit de thèse en tirant finalement la substance dans deux directions différentes, puisque l'ouvrage en français porte sur la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à l'époque contemporaine, et l'ouvrage en anglais porte sur les premiers chapitres de ma thèse qui, eux, sont plutôt historiques et portent sur la fin du XIXe, le début du XXe siècle. Et l'intention, c'était aussi de m'adresser à deux publics différents, c'est-à-dire que la thèse est une thèse en socio-histoire qui se lisait très bien par un public d'ailleurs mon jury était constitué de sociologues et d'historiens des États-Unis, mais l'idée c'était davantage de marquer par la publication de ces deux ouvrages, de marquer, de donner une coloration particulière à l'ouvrage pour LSU Press, pour un public davantage d'historiens des États-Unis du 19e, 20e siècle, spécialisé aussi dans l'histoire du Sud, je vais y revenir, et le livre en français avait une coloration davantage de sociologie historique, et donc c'était aussi cette double dimension que je voulais aborder aujourd'hui. Alors, pour donner des éléments un peu plus concrets, j'avais commencé à travailler sur le tapuscrit pour les purs après ma soutenance de thèse, parce que j'avais eu le plaisir de recevoir une proposition justement des purs à soumettre pour publication cette thèse dans la collection des Amériques, à la suite du concours pour le prix de thèse justement de l'Institut des Amériques. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte du fait qu'il pouvait être stratégique de ne pas forcément essayer de réduire tout le manuscrit de thèse qui faisait quand même 800 pages en un petit ouvrage de 150 pages qui m'aurait vraiment demandé énormément de réécriture, mais de plutôt travailler avec les dernières parties de ma thèse, donc 3, 4, 5, et de partir sur ces derniers chapitres pour les proposer comme un ouvrage, en bien sûr réécrivant une introduction et une conclusion adaptée pour faire ce point de scission sur cette dernière partie de la thèse. Et donc cet ouvrage était davantage, comme je l'ai dit, destiné à un public de sociologues, d'anthropologues, mais aussi destiné à un public, en fait, puisque l'ouvrage... pour le dire rapidement, en fait, porte sur l'histoire des théories en psychiatrie et des traitements psychiatriques appliqués aux patients africains-américains sur la fin du XXe siècle et l'époque contemporaine. Donc, l'ouvrage aussi propose les résultats d'une enquête ethnographique que j'avais menée en Californie. Je voulais aussi que l'ouvrage puisse être lu de professionnels de santé, de psychiatres qui auraient voulu aussi se confronter à des expériences professionnelles et à l'histoire de leur profession en fait outre-Atlantique. Par la suite, donc ce travail de publication m'a occupé donc à partir de 2019 jusqu'en 2021. Et par la suite, j'avais donc toujours les deux premières parties de ma thèse qui, elles, n'avaient pas été publiées. En conversation avec des professeurs que j'avais rencontrés aux États-Unis, notamment à Tulane, un professeur qui s'appelle Randy Sparks, m'avait conseillé tout simplement de retravailler en fait cette partie-là de la thèse, parce que pour lui, ça pouvait constituer un livre en fait, puisque souvent aux États-Unis, on dit que les thèses aux États-Unis sont plus courtes que les thèses en France et sont en général étendues pour donner lieu à un ouvrage. Ben là, c'est un peu le processus inverse. La thèse était très longue et donc j'ai pris un bout. Et l'ouvrage, en fait, cet ouvrage-là répondait aussi à un certain vide historiographique parce que peu d'ouvrages avaient porté sur la fin du 19e, début 20e siècle et sur à la fois l'histoire des Afro-Américains en médecine, mais aussi l'histoire de la psychiatrie. Et donc, ça explique aussi pourquoi j'ai voulu travailler avec LSU Press, qui en fait est toujours d'ailleurs une des presses les plus importantes, qui travaille en fait l'histoire de la ségrégation raciale, qui propose un certain nombre d'ouvrages de référence sur l'histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis. Voilà. Alors pour préparer cette publication, je dois dire que ça m'a demandé beaucoup plus
de travail que la publication pour l'épure, pour plusieurs raisons. Parce que déjà le processus de publication aux États-Unis, j'aimerais peut-être un petit peu aussi conclure sur ça, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. C'est un processus qui est vraiment, je dirais, radicalement différent du processus que j'ai pu connaître avec l'épure, puisque j'ai dû travailler un document qui s'appelle le Book Proposal, qui est un document en plusieurs étapes, qui comporte une dizaine de pages, très connu aux États-Unis, qui est destiné en fait à proposer un projet de livre en cours d'écriture. Ça, c'est très important. En cours d'écriture, le mien était déjà écrit puisqu'il s'agissait de la thèse, donc je ne voulais pas non plus changer toutes mes analyses issues de la thèse, mais en proposant à la fois une réflexion sur la concurrence, donc quels sont les ouvrages concurrents qui auraient pu sortir les années antérieures et qui portaient sur le même sujet que mon manuscrit. Le présenter par rapport à cette concurrence, présenter le lectorat potentiel, donc faire un petit peu un travail de marketing en fait en amont qu'on ne fait pas en général en France, pour positionner l'ouvrage comme ça sur le marché. Et Randy Sparks m'avait aussi conseillé de contacter uniquement des maisons d'édition, bien sûr, qui travaillaient sur mes thèmes, qui proposaient des collections vraiment sur mes thèmes de spécialisation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai envoyé ce book proposal composé donc de ces différentes parties. J'ai envoyé un premier chapitre, donc le premier chapitre de ma thèse, en fait, dans l'ordre chronologique, que j'avais traduit vers l'anglais. Et ça, c'est très important, c'est que j'avais le pressentiment que si je traduisais toute la première partie, donc la partie 1 et 2, qui était donc composée de 5 chapitres, et que je les envoyais, je m'exposais en fait à recevoir énormément de critiques et de demandes de modification, alors que l'idée, c'était vraiment, et on m'avait conseillé de voir ce travail de publication comme un travail en cours. C'est-à-dire, en envoyant un seul chapitre, on pouvait encore me demander de faire quelques modifications, et donc dans le processus de traduction ultérieur des chapitres 2 à 5, je pouvais encore modifier des choses. Donc j'ai envoyé ce book proposal et ce chapitre à plusieurs éditeurs qui travaillaient en fait, qui avaient des collections qui m'intéressaient, dont LSU Press. Et j'ai fait ce travail en mars 2020 pour vous donner une petite idée de la temporalité. Mars 2020, et j'ai fini de publier ce livre en 2022. Donc ça s'est fait relativement vite, mais on a quand même eu 2 ans d'envoi, de demandes de modification, un peu à la manière en fait du processus de peer review qu'on a quand on publie un article dans une revue universitaire en France, sauf que là c'est vraiment à l'échelle d'un livre. Donc j'ai eu en tout 3 demandes de révision, puisque le livre à chaque fois a été renvoyé à 2 rapporteurs qui me communiquaient leur rapport. Il fallait reprendre à chaque fois de manière très minutieuse leurs critiques et les incorporer au manuscrit. J'ai fait le choix de LSU, ça c'est intéressant aussi, j'ai fait le choix de LSU parce que, à l'inverse des 2 autres presses que j'avais contactées, North Carolina Press et Harvard, LSU m'a tout de suite fait signer ce qu'on appelle un advance contract, qui est un contrat en fait en avance, c'est-à-dire que la presse s'engageait sans avoir lu tout le manuscrit, qui n'était pas encore traduit, en ayant seulement lu le premier chapitre, s'engageait en fait à me délivrer un contrat, s'engageait en fait à envoyer à des lecteurs ou des lectrices en amont le livre, donc à aussi rémunérer ces lecteurs et lectrices pour engager un processus de publication qui aurait pu s'arrêter aussi, hein. Mais avoir un advance contract, pour moi, c'était important parce que j'étais aussi dans une période où je postulais à des emplois. C'est important de le dire, et donc pouvoir dire à mes futurs employeurs j'ai ce contrat, c'était quelque chose de très important. Voilà. Et donc finalement, je me suis engagée une fois que j'ai obtenu ce contrat, donc c'était en avril 2020, un mois après avoir commencé ce processus. Je me suis engagée pour le 31 juillet 2020 à rendre les autres chapitres qui n'étaient pas encore traduits, donc à les traduire, à faire une première traduction, à les envoyer.
Sachant que le processus, encore une fois, de demande de modification, s'est donc amorcé à partir du 31 juillet 2020 jusqu'en 2022. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou si vous préférez que je m'arrête et puis... Oui, si vous pouvez conclure. Je peux un peu continuer ? Oui. D'accord. Donc, pour ce qui est du processus de révision, j'avais reçu, donc après cet envoi en juillet, j'avais reçu en septembre 2020 les tout premiers rapports sur l'ensemble du manuscrit, qui me demandaient d'ailleurs des révisions assez conséquentes. Je les ai faites. C'était un moment, à une période qui, si vous vous souvenez de septembre 2020, on était au milieu de différents confinements. Donc j'étais à une période aussi où je pouvais donner du temps à ce moment-là, en tout cas à ce manuscrit. Et j'ai fait des modifications et je les ai renvoyées en novembre 2020, donc 2 mois après. Tout ceci en enseignant des cours d'ailleurs par Zoom, puisque nous étions sur Zoom à l'époque, malheureusement. Et j'ai obtenu ensuite une nouvelle évaluation par d'autres lecteurs en janvier 2021, donc quelques mois après. Et là, c'est important de le préciser, j'étais en congé maternité. Donc ça a absolument tout décalé. J'étais censée renvoyer en fait des révisions en février et j'ai négocié le délai pour juillet 2021. Donc j'ai pris on peut dire un retard, mais enfin les circonstances ne me permettaient tout simplement pas de travailler sur ce manuscrit. Et l'éditeur a été aussi très compréhensif, donc a accepté ces nouvelles révisions pour juin. Et c'est finalement en août 2021, après cette dernière révision, que j'ai obtenu cette fois-ci l'acceptation définitive du livre pour publication. Donc c'est un processus assez fragmenté où en fait l'éditeur, la personne avec qui j'avais le contact, envoyait le livre au rapporteur qui statuait sur les révisions que j'avais faites, qui décidait si les révisions avaient été suffisamment suivies et puis qui renvoyait le tout au comité éditorial qui enfin donnait l'accord. Et le comité éditorial, ce n'était pas en fait la seule personne, le seul éditeur avec qui je travaillais. C'était un ensemble de personnes travaillant pour les presses. Et donc c'est très important aussi d'avoir conscience que l'éditeur, la personne avec qui vous pouvez avoir contact, c'est une personne en fait qui travaille avec vous. C'est-à-dire parfois j'ai eu des révisions des demandes de révision qui étaient, on va dire, conflictuelles entre elles. Un rapporteur me demandait d'aller dans une direction, un autre me demandait une autre écriture. Et en fait, c'est avec l'éditeur, une personne qui s'appelle Rand Dobson, qui m'a vraiment beaucoup aidé en parfois m'aidant à faire des choix, tout simplement, et en me disant, voilà, c'est ta décision, j'expliquerai cette décision au comité éditorial pour appuyer ton choix. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons basculer vers l'Amérique latine pour aborder le rôle des connexions qui peuvent se créer entre des institutions universitaires internationales pour favoriser la naissance de projets éditoriaux. Et pour en discuter, je vais donner la parole à Elise Pic et à Laura Lema Silva. Elise Pic est juriste à l'Université de Lille et titulaire d'un master en droit de l'homme à l'Université Paris-Nanterre. Elle prépare un doctorat sur le bioculturalisme et la circulation des normes environnementales. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'expérience colombienne des droits bioculturels. Parallèlement à ses travaux de recherche, elle est coordinatrice du pôle international Andin-Bogota de l'Institut des Amériques et travaille avec la faculté des sciences humaines de l'Universidad Nacional de Colombia pour développer des projets de coopération académique entre ces deux entités. Laura Lema Silva, de son côté, a aussi été coordinatrice du pôle Andin-Bogota à l'Institut des Amériques entre 2015 et 2018. Sa thèse en études hispanophones a reçu le prix de thèse de l'Université Lumière Lyon 2 en 2022. En tant que membre du conseil scientifique de l'IDEA entre 2018 et 2023, elle a participé à la valorisation des publications de l'Institut des Amériques. Par ailleurs, Laura est co-auditrice de l'ouvrage Las ilusiones de la igualdad, mestizaje, emancipación y multiculturalismo, avec Max Erin Torres et Georges Lomné, publié par l'Universidad Nacional de Colombia,
Université Gustave Eiffel et l'Institut des Amériques. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci pour l'invitation, Mathieu, Laura. Alors moi, je vais vous parler d'une expérience qui n'est pas forcément la mienne, ou en tout cas pas une expérience de publication transatlantique, mais voilà, j'espère que je vais pouvoir, à travers cette présentation, expliquer un peu le rôle des pôles internationaux de l'Institut des Amériques pour voilà, l'accompagnement peut-être et faciliter l'accès aux voies transatlantiques de la publication. Donc voilà, c'est plutôt une intervention sur la coopération éditoriale et sur les possibilités qu'ouvre en la matière la coopération internationale depuis l'Institut des Amériques à travers son réseau. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier de ce que sont les pôles internationaux de l'Institut des Amériques, mais donc il y en a 12, répartis sur tout le continent américain. Et chaque pôle est animé par un doctorant, une doctorante, coordinateur, coordinatrice, qui est donc intégré dans une institution, dans mon cas à Bogota, à l'Université nationale de Colombie, où je suis encadrée par diverses personnes, dont un référent en Colombie et un référent en France, ce qui nous permet voilà, de faire vivre un petit peu le réseau, en l'occurrence franco-colombien, et d'être en lien avec toute une quantité d'institutions, dont l'ambassade, d'autres universités, des associations même de recherche binationale, comme par exemple Colifri pour la Colombie, ou par exemple, dans mon cas, puisque je suis juriste, comme Mathieu vient de le rappeler, l'Association des juristes franco-colombiens. Et donc, voilà, ce réseau, ce tissu, permet d'inscrire les chercheurs français et colombiens qui travaillent sur la Colombie ou la France, vice-versa, d'être accompagnés et de susciter un peu voilà, des synergies et donc peut-être des projets de recherche qui amèneront à des publications qui seront amenées à circuler. Par exemple, juste pour donner un petit exemple de ce que peut être ces circulations, dont Laura est très familière d'ailleurs. Donc mon référent à Bogota, qui est un historien qui s'appelle Francisco Ortega, mène un projet ECOSNOR. Donc ECOSNOR, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais bon, c'était un projet de coopération scientifique porté par le ministère français de la recherche et le ministère colombien. Et donc voilà. Pendant 3 ans, ils mettent en œuvre tout un tas d'activités scientifiques qui, en l'occurrence, pourront mener à une publication. Je ne sais pas si cette publication circulera en France, mais en tout cas, le contenu de ce livre, de cet ouvrage, a été construit, en tout cas, depuis les deux espaces, et donc sera peut-être plus susceptible de circuler plus facilement. Et donc voilà, tout ça en alliant des institutions à la fois colombiennes et à la fois françaises, notamment l'Institut pour la paix, dont Laura fait partie. Pour parler un peu plus précisément de mon rôle à moi comme coordinatrice, grâce à Mathieu, à Laura, au conseil scientifique de l'IDEA, il y a une initiative, en tout cas une envie de commencer à coopérer un peu plus en matière éditoriale, et donc notamment à travers les pôles internationaux qui sont, comme je vous dis, inscrits dans un tissu d'institutions et donc qui facilitent un peu cet accès-là. Et donc, à Bogota, on a pris déjà des liens, on essaye de voir comment on pourrait construire un partenariat. Donc voilà, c'est un très très gros chantier, comme vous pouvez vous l'imaginer. Mais donc on a un peu identifié déjà évidemment différentes temporalités. Dans un premier temps, ce qui nous paraît le plus simple à mettre en œuvre, c'est d'essayer de rendre visibles les publications, les publications réciproques. On a déjà, nous, l'Institut des Amériques, participé à leur foire annuelle du livre l'année dernière, il me semble, où Françoise Martinez et Mathieu ont pu présenter un des derniers numéros de la revue IDEAS sur le comic, qui avait suscité beaucoup d'intérêt là-bas.
Donc voilà, une première prise de contact, connaissance. À moyen terme, on s'était dit que peut-être monter une page internet commune qui renverrait vers les différentes pages propres, donc de l'éditorial de la Faculté des sciences humaines en Colombie et de l'EDA, donc la revue, les collections des Amériques, des Pures, etc. Peut-être même des projets de traduction, mais bon voilà, c'est déjà une autre échelle. Et puis surtout à long terme, donc voire encore plus grand, peut-être d'envisager des publications communes, en tout cas sur des thèmes communs, et même peut-être un fonds physique avec des échanges de livres, et donc ce qui impliquerait des transports, etc. Et d'autres questions administratives, logistiques. Mais donc voilà, les deux institutions paraissent, et en tout cas avaient exprimé leur grand intérêt à cette visibilité internationale, et voilà, à la visibilité d'une part, mais aussi agrandir le public, mais aussi le contenu de leur activité scientifique. Mais dans tout ce processus, une des grandes questions qui ressort, et dont évidemment on n'a pas encore la réponse, mais c'est comment assurer une réciprocité et collaborer de manière égalitaire dans ces relations qui ne le sont pas forcément, et notamment dans les questions éditoriales où les moyens ne sont pas forcément évidents et les mêmes partout. Mais pour régler peut-être ces questions logistiques, peut-être qu'on en parlera plus tard avec l'intervenant Monsieur Bocara, mais je sais que par exemple l'ambassade de France en Colombie a quelques outils, notamment des bourses de mobilité pour les personnels administratifs universitaires, et donc je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est pas du tout mon rôle, mais on pourrait envisager peut-être que du personnel de la maison d'édition de l'Université nationale puisse pendant quelques temps visiter une maison universitaire française et inversement, pour commencer déjà à échanger sur leurs pratiques. Voilà. Et je vais terminer en parlant un petit peu plus de l'intérêt pour de la chance que j'ai d'être coordinatrice, et donc l'intérêt pour nous, pour les personnes qui ont des bourses Fulbright ou d'autres choses, qui nous permet d'être individuellement très fragmenté, comme tu disais, partagé entre deux espaces, et donc qui donne une opportunité absolument géniale. En revenant, du coup, je vais revenir sur quelques exemples, notamment, Laura Caillé, qui était une ancienne coordinatrice, et Laetitia Braconnier-Moreno, également ancienne coordinatrice d'un pôle, qui avait... je ne sais plus en quelle année, mais coordonner un numéro de la revue IDEAS encore, avec de nombreux articles en langue étrangère et en français, qui probablement sont du contenu qui peut intéresser ailleurs, ou en tout cas qu'on peut valoriser, par exemple sur cette page web commune qu'on j'espère réussira à créer. Et puis surtout Laura qui va nous en parler plus précisément, mais voilà, comme je vous disais, on a donc des référents en Colombie et en France, et souvent des référents qui se connaissent, ou en tout cas qui travaillent ensemble, et donc en fait c'est une chance inouïe, puisqu'on bénéficie de leur expertise, de leur réseau, et donc voilà, il y a un livre qui en sort, qui a été publié par diverses institutions en France et en Colombie, et dont Laura va nous parler, je pense. Voilà. Et merci beaucoup Élise, et merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Et c'est vraiment bien qu'on puisse parler justement de cette table sur les publications, et qu'on puisse surtout voir, comme le disait Mathieu déjà, et ce cheminement intellectuel qui veut dire une publication, mais également lorsque les idées bougent et sont transposées à notre espace géographique obligatoirement, il y a un changement là aussi, un voyage qui se fait par cet intermédiaire. Donc, moi, ce que je veux surtout remercier Mathieu, qui a été clé dans l'organisation de cette table ronde. Et je vais être très rapide, j'aimerais juste parler en quelques petits mots du livre, donc de Las Ilusiones de la Igualdad, qui est ici. Si vous voulez le feuilleter après la table ronde, vous pouvez bien sûr le faire. Et donc Las Ilusiones de la Igualdad, ou les illusions de l'égalité, métissage, émancipation et multiculturalisme,
Et donc, à travers ce livre, en fait, j'aimerais bien un peu illustrer ce que déjà Elise a très bien fait, et c'est-à-dire de montrer l'efficacité peut-être et de travaux qui se font et de manière transatlantique et d'une recherche qui se fait entre l'Europe et les Amériques. Donc, comme le disait déjà Mathieu, c'est un ouvrage qui est le fruit de la coopération entre l'Institut ES Amérique, l'Université nationale de Colombie et l'Université Gustave Eiffel. Et donc, c'est un ouvrage que nous avons coédité avec les historiens Georges Lomné et Max Herring-Torres. Donc, Max Herring-Torres, il était à l'époque référent local du pôle Bogota. Donc, ça a été le premier référent local du pôle à l'Université nationale. Maintenant, comme le disait Elise, c'est Francisco Ortega qui travaille donc sur d'autres questions également intéressantes. Et donc, ce livre, en fait, il est le résultat de l'organisation d'un cycle de conférences, un cycle de conférences que nous avons organisé donc avec Max et avec Georges en 2017, lors de l'année croisée France-Colombie, justement, donc, où il y avait déjà un ensemble d'institutions qui participaient de manière très active, l'Institut français, l'ambassade de France en Colombie, l'Institut français d'études andines, etc. Donc vraiment, il a été un peu le fruit de cette coopération franco-colombienne depuis le départ. Et le cycle de conférences, il s'appelait Sujeción y Emancipación América Latina y el Caribe. Et donc, voilà, il a fait dialoguer vraiment des chercheurs qui venaient des Amériques et qui venaient également de plusieurs pays européens. Donc, pour être très brève, vous pourrez le consulter après, mais l'ouvrage, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se penche sur différents moments du passé, du XVe siècle jusqu'au XXIe siècle, et sur différents espaces géographiques. Donc, la Colombie et l'Amérique latine et les Caraïbes ont leur lien transatlantique avec l'Europe et l'Afrique. Et il explore comment l'illusion, donc, de rompre avec les hiérarchies coloniales et pour fonder des sociétés égalitaires se dissout au fil du temps. Et donc, c'est un livre qui est pluridisciplinaire. Et justement, ce que nous avons essayé de faire, c'était de faire dialoguer des chercheurs d'horizons très différents et de cultures universitaires distinctes. Et donc, à partir d'une perspective historique, ce que nous avons fait, c'est que nous avons traité de la question du métissage et de la question de la mise en esclavage et puis de l'émancipation du système esclavagiste. Et puis ensuite, nous avons voulu explorer les questions liées au multiculturalisme, aux politiques multiculturelles, notamment de l'État colombien et de manière très spécifique et à partir de l'anthropologie, donc à travers de dialogues entre une anthropologue colombienne et une philosophe colombienne également et décoloniale. Et nous avons également voulu explorer les questions liées aux oralités graphies autochtones, donc ces productions qui sont à la fois donc, littéraires dans un sens de littérature alphabétique conventionnelle, mais littérature orale également et littérature pictographique. Donc, un élément qui est essentiel de l'ouvrage, je pense qu'il tient à son contexte de publication et à cette coopération qui a existé entre l'Institut ES Amérique et plusieurs institutions en place, non, des institutions colombiennes, parce que le livre, il a compté vraiment avec un soutien de différentes universités, ou au moins le cycle de conférences en tout cas, et l'Instituto Caro y Cuervo, l'Université Javeriana, donc ça a été vraiment la possibilité de faire et donc de mettre en dialogue des chercheurs latino-américains et européens, et donc je pense que ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut peut-être développer des programmes ou des outils pour venir en soutien de ce type de dialogue. Et donc, le livre, il est vraiment ouvert vers des questionnements et à travers des chapitres et des commentaires de chapitres. Et je pense qu'ils sont enrichis justement par le croisement des cultures universitaires. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là et j'aimerais bien donner donc la parole à Guillaume Bocara qui je pense va nous parler et de manière plus approfondie sur ces dispositifs qui existent donc au niveau de la coopération universitaire française et pour le soutien aux publications. Et donc je vais présenter rapidement Guillaume Bocara qui est donc attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France au Mexique. Il a été directeur du Centre franco-argentin d'études avancées de l'Université de Buenos Aires entre 2014 et 2019. Et il est titulaire d'un doctorat en anthropologie à l'École des hautes études en sciences humaines
et en sciences sociales, pardon, HESS. Il est chercheur au CNRS également. Il a mené des recherches sur l'histoire des Mapuches de Puebla, la santé interculturelle dans les territoires Mapuches de Atacamagne, ainsi que sur les programmes d'ethnodéveloppement mis en œuvre par la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement auprès des peuples indigènes du Chili et en Argentine. Il a contribué à la mise en œuvre d'une politique de promotion des livres en français en Argentine et au Mexique, et je pense que donc il aura beaucoup de choses à dire sur cette table. Merci. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Il n'y a pas de Mapuche à Puebla. Je crois que ça doit être Pueblo Mapuche. Mais peut-être qu'il y en a des Mapuche à Puebla. Oui, je sais pas, ça va être... Mais c'est pas grave, il y en a partout. De toute façon, même pour les Mapuche, ça veut dire aussi les gens de la terre. Donc, les gens de la terre. Il y en a aussi à Puebla. Donc, écoutez, merci infiniment. Oui, sur la main, en fait, moi, j'aimerais vous présenter les instruments qui sont à votre disposition, à la disposition des chercheurs et de l'Institut des Amériques, pour essayer de booster un peu et de promouvoir les nouvelles recherches françaises. En Amérique latine, on pâtit toujours d'une image, bon, à la fois positive et aussi un peu vieillotte. On est le pays des Lumières, avec toutes les critiques aujourd'hui des coloniales qu'il peut y avoir à l'endroit des Lumières. Et on a du mal à faire comprendre, à diffuser des nouvelles recherches. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais enfin, en tout cas, en anthropologie et en histoire, c'est très très clair. Pour avoir travaillé aussi avec énormément de sociologues lorsque j'étais au Centre franco-argentin, c'est clair aussi pour moi qu'au cours des 20-25 dernières années, on a eu vraiment une rénovation totale des approches, des perspectives, de la construction de nouveaux objets, de nouvelles méthodes, souvent interdisciplinaires, avec de jeunes auteurs qui ne sont pas forcément connus et qu'il nous faut installer ici en Amérique latine. Donc moi, lorsque je suis arrivé à la tête du Centre franco-argentin en 2014, qui dépendait à la fois de l'Université de Buenos Aires et de l'École des études, mais après on a signé un accord avec Sorbonne Paris-Cité. À l'époque, c'était Sébastien Velu qui s'occupait des relations internationales. L'idée, c'était de promouvoir des nouveaux chercheurs. On nous demandait toujours d'inviter Balibar, d'inviter parfois même des gens qui étaient déjà décédés, comme Todorov ou Françoise Héritier. Donc il y avait parfois une connaissance approximative de ce qui se faisait en France. Et nous, ce qu'on cherchait à faire, c'était évidemment d'inviter des grands noms, des personnes très connues, et répondre aux demandes de nos interlocuteurs argentins, mexicains, uruguayens, chiliens ou paraguayens. Mais on cherchait aussi à mettre dans notre programmation de nouvelles autrices, de nouveaux auteurs qui n'étaient pas forcément connus. Et pour ce faire, moi, lorsque j'étais à la tête du Centre franco-argentin, je dépendais de l'ambassade de France, comme les IFRE aussi, ou les UMIFRE, dépendent d'IFEA à Lima et le SEMCA à Mexico, dépendent aussi, sont en relation étroite avec le poste, avec l'ambassade, mais notamment avec le SCAC, avec les services de coopération et d'action culturelle. Et on avait mis à ma disposition des moyens assez intéressants pour développer ce qu'on appelle le débat d'idées et la promotion des nouveaux auteurs. Alors, tant d'un point de vue, je dirais, strictement scientifique universitaire, c'est-à-dire faire voyager des auteurs et promouvoir leurs travaux au sein des universités, dans les grandes institutions de recherche ou les instituts qu'on appelle ici décentralisés, par exemple l'Institut Mora ou le Colegio de México, ces grandes institutions d'enseignement et de recherche, mais aussi pour le grand public. L'idée, c'était de pouvoir diffuser au plus grand nombre et pas simplement aux spécialistes, aux experts ou à nos collègues. Donc ici, il ne s'agit pas pour moi de remplacer les réseaux que tout chercheur dispose et a construit au fil de sa carrière, et notamment au cours de ses études de master ou de doctorat, et quand il a fait son terrain d'archives ou terrain dans des communautés ou dans des collectifs. Il ne s'agit pas du tout de nous substituer à ces réseaux qui existent. Il ne s'agit pas non plus de nous substituer aux IFRE, à l'IFE et au SEMCA qui font très bien leur travail et qui publient d'ailleurs, qui disposent eux-mêmes de leur collection, mais de voir comment, à partir de l'Institut des Amériques, on peut tirer profit de tout ce qui existe au niveau des postes. Alors, on a moins de moyens qu'avant. Il y avait beaucoup plus d'attachés du livre dans les postes à l'époque. Il y avait même des attachés régionaux au livre. Lorsque je suis arrivé en Argentine, il y avait une attachée régionale au livre à Buenos Aires qui s'occupait des copublications. Mais ces postes ont été supprimés peu à peu. Nous-mêmes, ici au Mexique, on n'a plus de poste d'attaché au livre depuis un certain nombre d'années, mais ça ne nous empêche pas, moi, comme attaché de coopération scientifique universitaire et chargé du débat d'idées, mais aussi mon collègue attaché de coopération culturelle,
de poursuivre notre travail de promotion des nouvelles recherches. Et pour ça, on s'appuie sur un dispositif vraiment très important, c'est le PAP, le programme d'aide à publication, qui avant était limité à certains postes, mais qui aujourd'hui existe pour tous les postes. Donc ce programme d'aide à publication, qui est très important à connaître, il aide de deux manières. D'une part, à travers l'Institut français à Paris, les postes reçoivent des sollicitations des éditeurs dans lesquels, des pays dans lesquels nous sommes implantés. Donc, je prendrai par exemple Siglo XXI, pour donner un exemple très concret. Siglo XXI nous propose nous fait une demande d'aide à publication qui peut prendre deux formes. Une aide locale. Donc ça, c'est l'argent que moi, je donne sur mon budget directement. Je donne cet argent à l'éditeur si je sélectionne le projet, bien entendu. Je donne cet argent à l'éditeur. Alors, c'est pas énorme, mais ça peut être 1000, 1500, 2000 euros, 2500. L'année dernière, j'ai donné 3000 euros à un éditeur qui faisait un effort considérable pour publier un livre de Martin Storcy sur le féminisme universel. Donc ça, c'est d'aide locale. Les éditeurs présentent leur dossier et nous, on a une commission et on statue pas sur la qualité des livres, puisque les gens sont pas forcément compétents dans les ambassades pour savoir si ce livre de sociologie, d'histoire ou d'anthropologie est bon. Et si un éditeur l'a déjà choisi ici en Amérique latine et qu'en plus un éditeur français l'a déjà publié, c'est qu'il est déjà passé un peu par la critique des pairs. Si on est compétent pour dire ce qu'on en pense, on peut, mais moi ce que j'évite de faire, c'est de donner mon avis sur des livres de sociologie pour lesquels je ne serais pas compétent du tout. En revanche, ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir si dans notre stratégie, notre travail avec les éditeurs, c'est intéressant pour nous de publier cet auteur. Donc ça, c'est le premier critère. Est-ce qu'on veut aider cet éditeur? Est-ce que c'est cohérent avec sa politique éditoriale? Est-ce qu'il se lance dans une programmation de plus ou moins long terme de publication d'auteurs et d'autrices, je dirais pas françaises, mais de livres publiés en France. C'est pas des livres d'auteurs ou d'autrices françaises, c'est des livres qui sont publiés en France. Donc on voit si ça nous intéresse. Par ailleurs, on voit si la thématique est porteuse pour nous. Et puis le dernier critère, c'est de savoir si ça va nous permettre de promouvoir de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices. C'est un peu ça. Donc il y a cette aide qui est l'aide locale, qui dépend strictement des postes. Donc finalement des critères et de la stratégie et des postes. Et puis il y a une aide au droit. Et là, nous, on reçoit ces sollicitations, les mêmes sollicitations des éditeurs qui nous demandent à ce qu'on puisse les placer en bonne position dans la liste qu'on va envoyer à l'Institut français en demandant à ce que les droits soient payés. Alors les droits, ça peut être des droits à 1500, 2000 euros pour un livre d'un auteur plus ou moins connu, voire même 500 euros. Ça dépend aussi des éditeurs et ça peut aller jusqu'à 20 000 euros s'il s'agit des cours, par exemple, publiés de Pierre Bourdieu ou de Michel Foucault, des cours du Collège de France. Voilà, ça varie, ou d'un livre de Piketty. Et là, l'Institut français, nous, on envoie une liste avec un ordre de priorité, et l'Institut français, en général, choisit un nombre assez intéressant de bouquins. Nous, pour le Mexique, c'est toujours entre 6 et 7 livres qui vont aider. Et ça permet à l'éditeur mexicain de ne pas avoir à payer les droits. Et les droits sont payés directement de l'Institut français à l'éditeur français. Et ça passe pas du tout par l'éditeur mexicain. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ce programme? C'est simplement pour dire qu'il me semble que l'Institut des Amériques devrait vraiment s'appuyer sur ces programmes PAP, sur ce programme d'aide à publication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Institut des Amériques, l'IDA, à mon avis, devrait jouer le rôle devrait être en veille éditoriale, être beaucoup plus proactif, ne pas hésiter à écrire aux attachés de coopération universitaire et scientifique ou aux attachés aux livres dans les postes, afin de leur dire, voilà, nous avons... Alors là, ça nécessiterait qu'il y ait un comité peut-être éditorial, ou je ne sais pas comment ça pourrait se passer du côté de l'Institut des Amériques, mais en tout cas qu'il y ait une veille éditoriale, une sélection de bouquins, une ligne, une programmation de livres, et de prendre contact avec les postes en Amérique latine en leur disant, voilà, nous proposons ces ouvrages-là, qui sont des ouvrages intéressants, qui sont des ouvrages qui ont eu un certain impact en France dans la communauté universitaire et scientifique, mais aussi parfois au-delà, s'ils montent en généralité. Et on aimerait bien voir la possibilité d'une recherche d'un éditeur. Donc en gros, le rôle, à mon sens, de l'Institut des Amériques, ça serait prendre contact avec les postes, de leur proposer des livres et de leur demander de chercher des éditeurs ou de les mettre en contact avec des éditeurs. Il faut une attitude beaucoup plus, à mon sens, proactive, notamment dans les postes. C'est pas du tout quelque chose que moi je propose à l'Institut des Amériques et je ne m'applique pas à moi-même ici. Il y avait une tendance dans les postes à attendre les éditeurs. C'est-à-dire, est-ce que les éditeurs nous fassent des propositions?
Moi, enfin mon équipe, et on l'a fait aussi fait en Argentine avec le Centre franco-argentin et avec le COCAC d'Argentine à l'époque, Yann Lorveau. L'idée, c'était d'être beaucoup plus, d'être fort de proposition, comme on dit. C'est un mot que j'aimais pas spécialement. Ça fait un peu partie du jargon qu'on utilise dans les ministères. Mais en tout cas, fort de proposition, en gros, c'est quoi? C'est faire une veille éditoriale, voir les livres intéressants qui sortent, aller voir les éditeurs et se faire un peu pas les. On n'est pas là pour vendre les bouquins des maisons d'édition, mais moi, je suis en contact avec les plus grosses maisons d'édition, je dirais, en sciences humaines et sociales. Seuil, Gallimard, Les Découvertes, l'édition de Bordelot, les PUF, pas vraiment les Purs, qui fait un travail d'ailleurs énorme, hein, je pense, et qui pourrait diffuser beaucoup plus d'ailleurs ses publications en Amérique latine, étant donné l'excellent travail qui est réalisé au Pur depuis un certain nombre d'années. Mais en tout cas, mon rôle à moi, je l'entends comme celui d'un facilitateur, d'un intermédiaire, et de quelqu'un qui peut traduire et montrer en gros en quoi ce livre pourrait intéresser cette maison d'édition en Amérique latine. Je ne propose pas n'importe quel livre à n'importe quelle maison d'édition. Donc ça veut dire qu'il faut que je connaisse le champ éditorial dans le pays dans lequel je travaille. Il faut que je connaisse aussi les sujets en gros qui excitent la communauté universitaire, les grands problèmes sociaux du moment dans certains pays. Il y a des problèmes qui sont des problèmes très franco-français européens et qui n'intéressent pas forcément l'Amérique latine. Donc, mon travail à moi, c'est, et là, ça peut être fait, je pense, avec l'Institut des Amériques, c'est de voir quel auteur on pourrait promouvoir, avec quel éditeur, et puis après, le rôle des AXU, des attachés de coopération scientifique universitaire, des attachés au livre, des attachés de coopération scientifique, des AST. Après, c'est d'aller voir les éditeurs, de démarcher, et de leur faire bien comprendre qu'on n'est pas des vendeurs de bouquins, mais qu'on est, entre guillemets, des diffuseurs d'idées, et surtout des gens qui cherchent à promouvoir la coopération. Parce que tout ça, finalement, je pense qu'il y a deux principes qui sont à la base de ce travail. Le premier, c'est la diffusion de certaines valeurs et de certaines idées et de certaines approches qui nous semblent intéressantes à nous et qui permettraient de montrer que la recherche en France, enfin développée en France, est dynamique, elle est novatrice, elle avance, elle n'est pas enfermée dans des cadres, enfin, soit des années 50-60 où on nous renvoie très très souvent, en 70, on nous renvoie souvent à Derrida, à Bourdieu, à Foucault. Oui, encore moins dans le XVIIIe siècle, mais il y a cet héritage, pour reprendre cette expression d'Antoine Lilti, il y a cet héritage des Lumières, et il y a une critique qui est opérée là-dessus. Donc le premier principe, c'est ça, c'est de promouvoir des recherches innovantes, à notre sens. La deuxième chose, c'est de voir si on peut déboucher sur de la coopération, parce que tout ça, ça sert à quoi? Lorsque nous, on aide un bouquin, l'idée, c'est d'assurer un service après-vente, c'est-à-dire qu'on fait venir les auteurs et les autrices. Et c'est ce qu'on propose aux éditeurs. Quand moi, je vais proposer un livre, je vais prendre un exemple très concret d'une autrice qui était absolument pas connue en Argentine, Magali Besson, qui avait sorti un bouquin qui s'appelait Sans distinction de race, que j'avais beaucoup apprécié et que je pensais que ça devait vraiment évoluer, ça faisait évoluer la philosophie normative sur le problème de la race et de la racialisation. Évidemment, personne ne connaissait Magali, d'abord parce qu'elle était relativement jeune à l'époque, et par ailleurs parce que c'était une spécialiste des États-Unis et qu'elle était très peu connue en Amérique, encore moins dans le Côte Sud, en Amérique hispanique et moins dans le Côte Sud, et rien n'avait été publié. Donc lorsque je suis allé voir l'éditeur qui me semblait le mieux à même de publier cet ouvrage, qui pouvait être intéressé, je lui ai expliqué qui était Magali, quel était le sens de son ouvrage, en quoi son ouvrage pouvait intéresser un public latino-américain qui travaillait aussi sur les catégories raciales, et qui travaillait aussi sur les problèmes de racialisation, de métissage, on en parlait tout à l'heure. Et je lui ai dit que cette chercheuse française, cette enseignante-chercheuse, m'avait dit qu'elle serait tout à fait disposée, elle était tout à fait disposée à venir faire une tournée en Amérique latine, dans le Côte Sud, et qu'on pouvait nous l'intégrer. Et là, c'est un autre élément à nos grandes manifestations. Alors certes, on a moins de pouvoir de frappe qu'avant, moins de pouvoir de frappe que la Chine ou les États-Unis, mais on a encore des moyens. Et je pense que si on met ces moyens sur tous les postes en Amérique latine ensemble, on arrive à des sommes assez intéressantes et surtout à une articulation entre les postes. Et donc, je leur ai proposé que cette dame, Magali Besson, d'abord vienne faire un séminaire au Centre franco-argentin, un séminaire de master-doctorat, donc ça permettait de la faire connaître aux chercheurs, aux enseignants, enseignantes argentins et aux étudiants. Donc, c'est la première chose. Et par ailleurs, d'intégrer Magali à notre programmation Nuit des idées, ou Nuit de la philosophie, ou d'un cycle de table ronde qu'on organisait avec la UNSAM ou avec la UVA ou avec la Universidad Torquato de l'ITELA. Je proposais aussi de la faire participer à des conférences dans le cadre des chaires que nous avons. Il y a énormément de chaires qui ont été créées depuis des années. Il y a beaucoup de chaires qui ne servent absolument à rien, qui sont dans les tiroirs des institutions, mais il y a des chaires qui fonctionnent, où il y a des chaires qu'on peut relancer. Là, je vous parle par exemple je donnais l'exemple de la chaire Durkheim,
qui a été relancée à l'université de Guadalajara, au Centre universitaire de sciences sociales, une chaire qui était un peu morte depuis une quinzaine d'années et que nous, on a réussi à relancer en invitant François Hartog l'an dernier, à l'occasion de la sortie d'un de ses livres, hein, Chronos, de son avant-dernier livre, que nous avions proposé à Siglo XXI, que nous avions appuyé. Et lorsque François Hartog était venu, hein, je me disperse un peu, mais c'est pour donner un peu tous ces exemples, hein, on l'avait fait participer à un festival du livre à l'Université Autonome Métropolitaine, au Hay Festival de Querétaro, hein, le grand festival qui s'appelle Hay Festival, qu'il y a un peu partout dans le monde maintenant, à la chaire d'Urkheim à l'Université de Guadalajara. Et en plus, on avait travaillé avec la presse. Je pense qu'il y a aussi ce travail énorme. Les éditeurs sont intéressés lorsque on vend un auteur qui rentre dans leur collection, hein, qui est cohérente avec leur ligne éditoriale, un auteur qui propose des choses nouvelles, un auteur qui peut être installé auprès de la presse. Il y a un auteur que nous, on aide pour la circulation. Donc nous, du côté de l'ambassade, on paye le billet d'avion, on paye des perdièmes, évidemment, on cherche des collaborateurs, on cherche des partenaires pour financer les mobilités. Donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer là-dessus, faire un gros travail avec le CFA, le Centre franco-argentin, l'IFEA et le SEMCA. Attendez, je vais voir si j'ai absolument rien oublié sur ces possibilités. Je pense, en gros, pour résumer, je pense que l'Institut d'Amérique doit vraiment avoir une cellule de veille éditoriale et de contact avec les ambassades. Alors, ils peuvent s'appuyer sur les pôles internationaux de l'IDEA. Je pense que ça serait très, très bien. Et c'est quelque chose qui permettrait, en plus, aux jeunes qui sont en train de faire leur doctorat, d'apprendre énormément de choses. Nous, on avait très, très bien travaillé avec Lucas Morinière lorsqu'on avait transféré le pôle international depuis Montevideo à Buenos Aires au sein même du Centre franco-argentin. Et avec Lucas, on avait fait un travail magistral. Il avait travaillé énormément avec nous sur la nuit des idées, sur la nuit de la philo, sur des journées doctorales à Buenos Aires. Donc je pense qu'il faut s'appuyer plus sur ces pôles internationaux de l'Institut des Amériques. Signer peut-être un accord avec une ambassade, commencer peut-être avec le Mexique ou avec l'Argentine, puisqu'on a de gros éditeurs au Mexique et en Argentine, Fondo Cultura Económica, Siglo XXI, Libro del Sorsal. En Colombie aussi, c'est un gros marché. Donc je pense se rapprocher des postes et voir avec eux si on ne peut pas signer un accord en disant que voilà, sur les 3 prochaines années, l'ambassade s'engage à soutenir les publications américanistes ou pas. Hein. Ça peut être aussi des textes qui montent un peu en généralité et qui ne sont pas forcément américanistes mais qui apportent quelque chose. Hein. Mais moi, je pense que là, il y a vraiment une carte à jouer. Et on en parlait justement avec les collègues lors des réunions qu'on avait tenues pour le prix du livre américaniste. Et moi, je pense que chaque année, lorsqu'il y a un prix du livre américaniste octroyé par l'IDEA, il faut absolument que cet auteur ou cette autrice qui a obtenu ce prix, et lorsque le livre sera publié en espagnol, il faut que cet auteur circule en Amérique latine. Et là, il faut en assurer la promotion. Alors, on a la chance en plus, nous, on avait mis ça en place dans le Cône Sud, on a mis en place une circulation régionale des chercheurs, c'est-à-dire que lorsque nous invitions quelqu'un au Centre franco-argentin avec l'aide de l'ambassade, la personne circulait en Argentine au sein de tous les centres franco-argentins, ou la plupart. Hein, il y en a à Mar del Plata, à Tucumán, à Mendoza, Rosario, à Córdoba. Donc on les faisait circuler. Et puis suite à cela, comme on travaillait avec la coopération régionale, on les envoyait aussi en Uruguay, au Paraguay ou au Chili. L'IFEA peut en faire de même sur les pays andins, enfin couverts par l'Institut français d'études andines, et le SEMCA peut en faire de même en Mésoamérique. Voilà, je laisse ça pour l'instant, mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire d'articulation de tous ces dispositifs, et je pense que jusqu'à présent, mais bon, moi je vois ça des deux côtés, puisque pendant 20 ans j'étais du côté chercheur, enseignement au sein de mondes américains à l'EHESS, CNRS. Maintenant je vois ça du côté des ambassades, et je m'aperçois qu'effectivement moi-même, lorsque j'étais du côté recherche, enseignement, je m'intéressais pas forcément aux dispositifs qui étaient disponibles au sein des ambassades. Mais je crois qu'il faut en profiter. Ça peut prendre la forme aussi d'un accord entre Institut des Amériques, Institut français et un poste. Hein, ça peut passer par l'Institut français qui a un pôle débat d'idées extrêmement dynamique, avec des gens qui ont fait des recherches, hein, qui ne sont pas simplement des administratifs qui ont fait un master en gestion, mais des gens qui ont fait des recherches et qui maintenant sont à la tête des pôles à l'Institut français. Voilà, je laisserai ça pour. Je m'arrête ici pour le moment, mais je pense qu'on peut échanger dessus après. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour terminer ce tour de table, je vous propose d'élargir le propos aux publications dans les revues scientifiques,
et d'étendre le regard en pensant également à la question des circulations depuis l'Amérique vers la France. Et pour cela, nous accueillons Christine Haynes. Christine Haynes est professeure d'histoire européenne à l'University of North Carolina de Charlotte, aux États-Unis. Son livre le plus récent est intitulé Our Friends, the Enemies, The Occupation of France After Napoleon, publié par Harvard University Press en 2018. Avec Jennifer Auer, elle est co-rédactrice de la revue French Historical Studies, une publication bilingue affiliée à la Society for French Historical Studies de l'Amérique du Nord. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et moi aussi, je voudrais remercier Laura et Mathieu d'avoir organisé cette table ronde qui porte sur un sujet vraiment important et utile, je crois, aux participants à ce colloque. Je vais changer en anglais pour vous sauver de mon accent américain et parler un peu plus vite. Mais je veux d'abord dire que je suis tout à fait prête à recevoir des commentaires, des questions en français pendant la discussion. Donc, n'hésitez pas. Okay, so I thought today I would like to just talk about three things quickly. One is my experience with publishing in the United States in a variety of different ways. So I'll give you a little bit of my personal experience. Then I want to talk in particular about the process of publishing in journals, Revue Académique. So similar to what Elodie had to say for books, but there are some particularities to journal publishing, and that might be more common for all of you. So I want to talk a little bit about how journal publishing works in the United States, which I think is a little bit different than the way that it works in France. And then finally, I want to talk about a few opportunities and challenges presented by the events of the last few years, particularly the pandemic, Black Lives Matter, and kind of increasing attention to diversity, and then also open access, which I think is coming more slowly to the US than to Europe, but we can talk a little bit about that. So I see that I'm definitely the most senior member of this panel, and I have had various experiences with publishing in the United States for about 30 years now. When I started as a graduate student in French history at the University of Chicago in the mid-1990s, I was interested in the intersection between French history, French cultural history, and French literature. I'm a 19e-iste, but I started out working on book history or l'histoire de l'édition with people like Roger Chartier and Jean-Yves Mollier. And I did a dissertation on the sort of publishing business in 19th century France and the construction of what I called a literary marketplace. So debates over things like laws on literary property and licensing for printers. So I have long had an intellectual as well as sort of practical interest in publishing in the United States. And while I was a graduate student, I was lucky to have a number of different positions working in academic publishing, mainly for the University of Chicago Press in the editorial department and also in the contracts department, and then also for a revue académique called the Journal of Modern History. So I had that experience, and then finished my PhD dissertation, got a job as a professor in North Carolina, and started working on publishing a number of research projects of my own, again mainly having to do with 19th century France. And I've managed to, as an author, I've published with a number of different journals in the United States, in the United Kingdom, in France, in French,
and then also 2 books with Harvard University Press. So I feel like I've had a pretty diverse range of experiences as an academic author, and I'd be happy to talk about any of those. But I think the thing that's most relevant for you today is my more current work as co-editor of French Historical Studies, which is, there are actually a number of Revue Académique regarding French history and French studies that are published in North America, but this is one of the more prominent ones. It's been published for, I think, 60, 70 years. By the Society for French Historical Studies, which is the main North American organization that has to do with the history of France. And I brought some feuilles publicitaires. If anyone is interested, if you're working on a subject that has to do with Franco-American relations or the history of any Francophone part of the Americas, we would welcome a submission from you to the Journal of French Historical Studies. So anyway, this is a bilingual publication. It's in French and English, so you can submit articles in French. And it publishes articles related to all aspects of French history, broadly defined to include the Francophone world from the medieval era, from the Moyen Age to the present, right? So very broad kind of approach to French history. And it's published by Duke University Press, which offers a number of advantages. It's a kind of a medium-sized academic publisher in the United States, and they do a very good job with copy editing, marketing. So we're really lucky to have this relationship with an academic press for publishing the journal. So that's kind of my background in academic publishing in the US, and again, I'd be happy to talk about any particular aspect of that, but today I wanted to focus on how journal publishing works in the United States. And I want to first say that, just as by way of encouragement, that a lot of journals in North America are at least bilingual, right? Not all of them. Some of them do publish only in English, but a number of them do publish in languages other than English too. In our case, French and English, but I imagine that I know that a number of publications having to do with Latin America publish in Spanish as well as English, or Portuguese as well as English. So don't let any kind of anxiety about the language barrier prohibit you from investigating the possibility of publishing in a journal in the Americas. If the journal only accepts submissions in English, I would urge you to write in the language that's most comfortable to you and then get it translated if necessary. Because I think a lot of editors in North America are put off by pieces that come in less than perfect English and the amount of time that they know that is going to be involved in editing those to get them into shape for an Anglophone readership. So I think it's better to submit in your original language that you're most comfortable writing in, and then pursue the possibility of translation than to try to translate for yourself if you're not that comfortable doing that, or even having a friend translate, because it can save time later down the road and probably give you better results, because I think editors are very wary of having to spend too much time working on editing a piece that's not in good English. So I wanted to speak to that. And then I wanted to just describe the submission process. And this is probably not news to most of you, but most journals now are using an editorial management system, or an outil numérique, right? Such as Editorial Manager or ScholarOne, and so you need to look at their website and figure out what system they're using, and you'll probably have to set up an account and a password to be able to submit through their online system. You also want to be very careful to read the instructions about things like word count,
images, notes, bibliography. Some journals want you to submit a bibliography with the piece, some don't necessarily, but make sure you put everything in the format that they want before you submit, because otherwise chances are we have an editorial assistant who will just send things immediately back to authors if they haven't followed those instructions. So just take care to follow those instructions from the beginning. And the most important of those instructions usually is to make your manuscript as anonymous as possible, as anonyme as possible. You want to remove any references to your own work, to your thesis advisor, anything that's going to identify you, because most journals in North America, I think even more than in Europe, usually do a double-blind peer review process, and so they want the authors and the reviewers or rapporteur to be anonymous to each other, to not be able to easily identify who the other person is. So you want to take out all references to, that might identify you to the reviewer. So then the peer review process, and Elodie has spoken a little bit about this. I would say that one difference for journal publishing is, unlike book publishing with the book proposal, you should not submit your article to more than one journal at the same time. Journals really do not like it if they find out that your piece is under consideration somewhere else at the same time. So a book proposal you can send to multiple publishers at the same time, but do not do that with a journal article. If the journal editors find that out, that's grounds for just saying we are not going to consider this article anymore. So I think that's one difference with the book peer review process. Like I said, it's usually double-blind, so that neither the author nor the reviewer knows the identity of the other. And I think in North America, the peer review process tends to be even a little bit more rigorous than in France. I know this is changing a little bit, but my experience with the review process in France with a couple of journals is that it was pretty pro forma. In the US, you can often expect to receive three. We usually get 3 reviewers to look at each piece and provide pretty detailed comments, as much as a page or more of comments for revisions. So you get that from 3 rapporteurs. And then it's pretty usual, pretty standard that the response from the editor will be revise and resubmit. It's pretty rare that your piece would be accepted immediately, so it's very normal to receive a revise and resubmit. You should not take that personally. It's all part of the process. And it's really meant to help you hone your article and make it a better piece of scholarship, right? So that review process is really supposed to help you to improve the work. And so, then you get this revise and resubmit letter, and then you take, however long it takes to make those revisions, you resubmit. Usually the piece will be sent back to at least 2 of those 3 reviewers, so you can expect it to go through another round of review, and then the editor will make a decision. Sometimes it could even go into a 3rd round of reviews, like it did with Elodie's book manuscripts. That's a little bit more rare, I would say, in journal publishing. Usually after the 2nd round of review, the editors will make a decision about the manuscript. If you have questions along the way, the person to ask is the editor. The editor will usually do a summary of the 3 reviews and kind of tell you what they think you should most focus on. But if you have questions about how to interpret the reviews, how to go about revising your piece, the editor is really there to help you. It's really just important to communicate directly and clearly with the editor. And if you have delays in your, time frame for revisions, just let the editor know that. They're usually, very willing to work with you, but just, the more communication with the editor, the better. So anyway, it's normal that you have to do revisions, but this all takes time. And so I wanted to say a little bit about how much time you can expect. And I think, again, it's fairly similar to the book review process, even though it's a smaller project. At this point, it's usually taking us at least 2 or 3 months to get readers' reports, and that's an optimistic
scenario. It's become harder and harder to get rapporteurs and to get them to submit their reviews promptly. So it's now taking 3 to sometimes 4 or 5 months to get reviews of an article. And then, you get the initial decision, which, like I said, is often revise and resubmit. You have to do your revisions, however long that takes. It might fall, when you're on maternity leave or when you're teaching, and you have to wait until summer to be able to do the revisions, so you have to allot for that time. And then another, 2 to 3 or more months for the second round of revisions. And then when the article is accepted, it can still take 6 months to a year, again, best case scenario, before the article is published. So we're talking at least 1 to 2 year time frame from the time that you submit an article until the time it's published. And so if you're just starting out, I think it's good for you to realize that you don't want to submit a piece of work that's not ready, but you also don't want to sit on it forever, because this process does take a lot of time, and you need to, if you're trying to get some publications out and you're on the job market, the sooner you can start, the better. So let me just quickly say a few words about the ways in which I think the events of recent years have perhaps begun to change this process a little bit, and I think it's hard to predict exactly how this is all going to shake out. But there's some important things I think to be aware of if you're starting off in journal publishing at this time. One is, like I said, in the wake of the pandemic, it's taking, I think, a lot longer to get reviewers to submit their reviews. And even to get people to agree to review in the first place. I think everybody's just tired and overworked and having trouble recovering from what we've all been through. So again, it just means that you need to plan accordingly, knowing that it's going to take a little bit longer probably to go through this peer review process. In the United States, and I think maybe also a little bit Canada, I'm less sure about Latin America, but there's now a lot of concern for and interest in diversity, equity, and inclusion, or DEI as we call it. I think some French like to criticize this as wokisme. But I think academic publishing, academics in general, are becoming much more aware of people who've been excluded from scholarship in the past. And so we're making more of an effort to include more voices in academic scholarship. And that means, trying to get submissions from groups who haven't been represented in academic publications. I think if for the sake of this conference, it means globalization. So we are more and more interested in submissions from people, from outside North America, right? We really are trying to make our journal more international. So we really welcome submissions from abroad. It also means, I think, encouraging scholars to think about whose work they're referencing in their articles and paying attention to noting the work of people whose work hasn't been recognized, particularly people of color and women, making sure that their scholarship is acknowledged in your notes and in your references. Just being a little bit more conscious of that. And then the last thing I would say about recent developments is open access, and I think probably most of you know more about this than I do. North American institutions have been slower to insist upon open access than their counterparts in Europe, and especially the UK or Great Britain. But I think this change is coming across the Atlantic too, and we're going to have to figure out how to deal with it. So I would say if you have institutional support to make your article open access or accès ouvert, you should let your editor know that. That can be a positive, I think, in trying to get your article published if you know you have institutional funding to support that. Because I think many of us are supportive of making scholarship as easily accessible to people outside of North America as possible, but we just haven't figured out the institutional mechanisms in a market that's very capitalist driven in the US, very much dependent on these university presses. We haven't figured out how exactly to do that yet. So I guess that's really
kind of what I wanted to cover. I would just say in conclusion that publishing internationally in either direction can be complicated and difficult, requiring extra time and patience and sometimes translation. But I think it really allows you to promote your research more widely to a broader audience and can really open up dialogues with scholars elsewhere. Giving you new perspectives on questions, sources, methods. So, mainly my message is similar to everybody else's, which is just to encourage you to, think as broadly as you can about where you might publish your work. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour vos interventions, pour vos partages d'expériences et vos avis d'experts. On va pas tarder à laisser la parole au public. Avant, on avait une ou deux questions avec Laura. Pour ma part, je pense que Guillaume Bocara a globalement répondu à mes interrogations que j'avais au départ. C'était plutôt clair, donc je pense que je vais laisser la parole à Laura si tu veux bien. Et après, on vous donnera la parole si vous le souhaitez. Merci Mathieu et merci à toutes et à tous de vos interventions qui nous donnent un panorama assez large des différents enjeux, des différentes opportunités, des différents outils et qui sont là pour encourager justement ces circulations transatlantiques d'ouvrages et de publications. Et moi je pense également comme Mathieu, tu as assez bien répondu à ma question, mais j'aimerais bien de toute manière revenir un peu là-dessus parce que tu as parlé justement de ton Élodie, de ton envie et de ton inscription au sein du monde universitaire états-unien dès le départ de ta thèse et donc de ton envie de publier donc dans les Amériques justement une partie de ta thèse comme tu l'as très bien expliqué. Et justement, je pense que c'est quelque chose qui, en tant que latino-américaniste ou nord-américaniste, est assez présent chez nous lorsqu'on a fait du terrain et lorsqu'on veut justement avoir une sorte de restitution de nos travaux scientifiques et de là où ils viennent, là où on a vraiment pu grandir aussi intellectuellement. Donc je voulais peut-être que tu reviennes un tout petit peu sur ça, sur cette motivation que tu as eue et à l'heure de publier ton ouvrage et peut-être qu'on pourra entendre d'autres personnes du public ensuite sur des expériences similaires. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, je l'ai dit un petit peu au début, mais de manière très paradoxale, en fait, cet ouvrage, Mad with Freedom, c'est vraiment un ouvrage qui est venu en fait d'une fracture. J'appelle ça une fracture parce qu'il y a aussi le côté très fragmenté de devoir se repérer dans des mondes académiques qui ne fonctionnent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes attendus, même en termes du marché dans lequel on s'insère, du nombre de publications par exemple qu'il faut pour espérer obtenir un emploi titularisé. On n'est pas du tout sur les mêmes normes. Et donc j'étais à la fois sur une fragmentation géographique, donc le fait de passer plus de la moitié de mon temps sur place pour faire mon terrain ethnographique, notamment en Californie, mais aussi consulter des fonds d'archives en Californie et dans certains États qui étaient à l'autre bout des États-Unis, donc en Virginie, en Caroline du Nord, où je travaillais aussi. J'avais aussi la fragmentation institutionnelle, ça c'est important, le rattachement à UCLA, avec encore une fois des normes académiques différentes, et à l'université Paris Diderot, où j'étais aussi inscrite. Et j'avais, comme je l'ai dit, la troisième fracture qui était méthodologique, parce que ma thèse était co-dirigée par un sociologue et un historien. Et donc finalement, le projet il me permettait, de manière très paradoxale, d'articuler ces trois fractures en délimitant en fait des choix qui étaient déjà là, lors bien sûr de l'écriture de la thèse, mais ça me permettait aussi de revoir mon matériau à la lumière justement de ces choix et de décider en fait pour quel public je pouvais produire un manuscrit qui faisait sens, qui était cohérent. Donc c'est aussi dans cette optique-là. Voilà. Après, sur la question des liens, et je ne voudrais pas donner trop l'impression qu'il faut aussi avoir uniquement passé beaucoup de temps aux États-Unis pour espérer publier aux États-Unis. Je pense qu'il y a d'autres stratégies. Moi, j'avais bénéficié effectivement de conseils quand j'étais à Tulane, parce que j'étais en fin de thèse. J'avais beaucoup présenté mes travaux en séminaire
là-bas. Et donc les historiens à Tulane avaient travaillé avec LSU Press, c'est quand même la presse, une des premières presses en Louisiane pour les ouvrages universitaires. Donc ils ont su m'orienter vers cette presse-là. Mais il y a aussi la possibilité pour vous de rencontrer des éditeurs, et ça je pense que c'est important de le savoir, si vous allez dans des grands congrès qui sont organisés par des associations professionnelles en histoire, en sociologie, en anthropologie, par exemple l'OAH aux États-Unis. Vous avez des tables qui sont organisées avec des éditeurs qui viennent prendre des contacts, qui viennent écouter aussi des doctorants, des jeunes docteurs présenter leurs projets. Et donc ça peut être l'idée, c'est pas seulement d'aller présenter une communication à l'étranger, même si c'est toujours très intéressant de le faire, mais c'est aussi de prendre des contacts en fait. Et là, il faut vraiment être proactif en fait. Il y a aussi ce côté-là de prendre en amont, pourquoi pas, les coordonnées des éditeurs, ne pas hésiter à leur envoyer des emails en se présentant, en leur disant voilà, je serai à cette conférence de telle date à telle date, est-ce qu'on peut prendre un café, est-ce qu'on peut... Voilà, ça se fait aussi de ces manières-là en fait, donc il ne faut pas se censurer, je pense que c'est important de le dire. Et une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est sur la question de la traduction. C'est vrai que ça peut faire peur de se lancer dans un projet aussi substantiel qui est de s'auto-traduire. Encore une fois, ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'exercice de publication en anglais pour une presse universitaire aux États-Unis, par exemple, en commençant par, comme je l'ai dit, la traduction d'un seul chapitre. Et parce que c'est une manière de tester en fait si déjà le futur livre ou le manuscrit qui est déjà écrit en français va susciter de l'intérêt. Et en fait, en amont, plutôt que de se lancer dans une traduction à corps perdu qui peut prendre des mois et des mois tout seul chez soi, et aussi parce qu'on n'en a pas parfois l'envie, le temps et les possibilités, ça peut être une manière de tester. Et une autre manière de faire, si on ne se sent pas de le faire soi-même, c'est effectivement de faire traduire. Ça peut être très coûteux, donc il faut aussi chercher des financements en amont. Je pense que les laboratoires en France sont en partie... Enfin, vos institutions de rattachement peuvent vous aider, l'IDEA, je pense aussi à d'autres institutions pour les personnes qui travaillent sur des questions, les problématiques liées au genre, l'Institut du genre aussi propose des financements. Enfin, il faut aussi un petit peu essayer de regarder ça en amont. Il y a aussi la question du copy editing qui peut être intéressante. Si vous êtes en capacité d'écrire dans la langue cible, vous pouvez aussi, et c'est beaucoup moins coûteux de le faire, vous faire relire par un copy editor que vous allez employer pour relire, faire des modifications. Et en général, la tarification évolue selon le nombre de révisions à faire. Donc si vous écrivez déjà dans un assez bon anglais, en fait, les coûts seront quand même nettement réduits par rapport à une traduction intégrale. Donc ça, il faut le savoir, ce sont des moyens finalement de avancer pas à pas. Et ensuite, aussi, une fois qu'on a un advance contract, on est en position de force pour aller chercher d'autres financements pour traduire le reste, par exemple. Donc ça peut être une manière de faire les choses pour que l'exercice soit moins intimidant. Voilà. Merci beaucoup Elodie pour cette réponse très complète. Je pense qu'on va vous laisser la parole au public si vous avez des questions pour les différents intervenants. Et n'hésitez pas, on a une bonne vingtaine de minutes, il me semble, pour discuter. Donc, Irène Pavier. Merci beaucoup à tous et toutes pour ces interventions. C'était très concret, très pratique. C'est vrai ça fait du bien aussi de discuter un peu les mains dans le cambouis du métier. Donc merci pour ça. Je me demandais s'il était possible, on a beaucoup évoqué du coup les traductions, enfin en tout cas la circulation d'œuvres américanistes francophones vers les Amériques, de faire un petit rappel peut-être sur les dispositifs qui existent de traduction vers le français d'œuvres de collègues américains qu'on souhaiterait aussi faire connaître. Est-ce que par exemple du point de vue de Guillaume Bocara, vous considérez que c'est aussi une des tâches de l'ambassade française, puisque vous rappeliez tout à l'heure, Élise, que les liens économiques ne sont pas tout à fait égalitaires et que peut-être de ce point de vue-là, on pourrait étendre aussi le rôle de la diplomatie à ce processus-là, d'autant qu'il est un peu sous-entendu aussi par les dispositifs de type Écosse-Nord. Voilà, moi, je veux bien une petite mise au point des dispositifs qui existent. Merci.
Est-ce que si vous voulez répondre, Guillaume Pocara, on vous écoute ou je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans la table. Ok, ben je commence si vous voulez. Oui, il y a un principe qui, moi, me paraît fondamental, c'est celui de la réciprocité. On peut difficilement demander aux éditeurs mexicains, que ce soit des éditeurs universitaires ou pas, hein, d'être totalement mobilisés pour publier des livres qui sont sortis en France, si de notre côté, il n'y a pas un effort qui est fait de la part des éditeurs français, de la part des éditeurs universitaires aussi français, pour que les ouvrages intéressants, importants, publiés en Amérique latine le soient aussi en France et soient disponibles. Alors mon expérience dans la matière n'a pas été extrêmement convaincante, je dirais. Alors il y a un dispositif en Argentine, mais bon, en Argentine il y a une crise énorme. Il y avait un dispositif pour aider les publications de l'État argentin, hein, pour aider les publications argentines à être publiées et traduites en France. Donc il y avait un peu un équivalent du pape, qui était c'était un peu chaotique, et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, hein. Moi, je suis parti d'Argentine il y a déjà 4 ans, mais à l'époque, ça fonctionnait pas énormément, pas très bien. Avec les 4 ans de Macri, on peut dire que c'était pas forcément sa priorité, hein, de diffuser des travaux de sociologie, d'histoire ou d'anthropologie, hein, pendant 4 ans, qui sont en général critiques, parce qu'en général, les travaux qui viennent de la droite, bah, ils se satisfont en général du statu quo, donc ça n'a pas été vraiment poussé par le gouvernement de Macri. Et puis là, avec la crise économique, je ne sais pas ce qu'il en est. À ma connaissance, au Mexique, on n'a pas de dispositif, en tout cas moi j'en ai pas connu, de la part venant de l'État mexicain pour aider un dispositif massif comme nous on peut avoir. Alors est-ce que c'est le rôle de la France ou de l'Union européenne? Moi je pense que ça devrait l'être, hein, mais il n'y a pas de crédits qui sont pour l'instant dédiés à ça. Un pape à l'envers, en gros. Aider les auteurs mexicains, argentins, mais chiliennes, colombiennes, à publier en France. Je pense que ça, c'est un travail à faire, mais ça sera une réflexion qui devra se développer au niveau du ministère, hein, de l'Europe et des Affaires étrangères. Peut-être que l'Institut des Amériques pourrait jouer un rôle là-dessus, moteur, en ayant un fonds, non seulement pour aider à la traduction des livres français publiés en France, en Amérique latine, mais de manière réciproque des livres latinos. Donc ça peut être un chantier, à mon sens, hein, qui serait, à mon sens, complètement bienvenu, parce qu'il y a une géopolitique du savoir, on le sait tous, hein, mais tout ça passe par de l'argent. Maintenant, il faut aussi que les États eux-mêmes, hein, je pense latino-américains, aient cette politique très claire de promouvoir leur publication à l'étranger. Et je dirais qu'avec les problèmes qu'il y a en Amérique latine en ce moment, c'est peut-être pas l'urgence, c'est peut-être pas la priorité, avec les inégalités, la pauvreté qu'il y a et l'impact du Covid et de la guerre en Ukraine. Donc, mais en tout cas, oui, c'est un chantier. Juste pour revenir sur l'idée de la traduction. Nous, ce qu'on essaie de faire à Buenos Aires et ce qu'on fait aussi au Mexique, c'est pour avoir des bonnes traductions, il faut avoir des bons traducteurs. Comme pour avoir des bonnes interprètes ou des bons interprètes, il faut les former. Donc, on a travaillé en Argentine avec le Centre national des interprètes et traducteurs, traductrices. Et ce qu'on faisait, c'est lorsque un invité venait, un missionnaire venait, alors je vous prends il y en a 3, hein, Bernard Lahire, Nathan Bachtel, Jacques Revel, qui ont pendant 2 heures travaillé avec de jeunes traducteurs et interprètes sur un chapitre de leur livre. Et ça, on faisait ça avec un éditeur qui était intéressé par une traduction de livre, le Centre des traducteurs interprètes argentins et nous, ambassade. Et on organisait à l'Alliance française de Buenos Aires des séminaires afin que les traducteurs et interprètes qui avaient déjà travaillé sur un chapitre du livre puissent en discuter avec les auteurs, notamment sur des mots qu'on ne cesse de vouloir traduire et qui sont toujours difficiles à traduire, des concepts. Voilà. Donc je pense que ça, il faut que les postes le développent. Parce que je me souviens bien qu'en Argentine, ils avaient un vrai problème pour trouver de bons traducteurs. Et c'était, en général, on tournait toujours autour des 10-15 mêmes traducteurs et traductrices pour les bouquins. Donc là, il y a un vrai travail à faire au niveau de la préparation des traducteurs et des traductrices. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est l'importance des universités et des institutions d'enseignement supérieur en France pour l'aide à la traduction. Je vous donne 2 exemples. Lorsqu'on on a proposé un livre de Patrick Boucheron au Fondo de Cultura Económica, ils nous ont dit c'est très bien, mais il y a beaucoup d'iconographie, il y a beaucoup de planches, ça va coûter très cher de publier, donc il faudrait qu'on ait une aide. Et la Fondation Collège de France s'est mobilisée à travers, j'en ai parlé à Patrick Boucheron, et ils ont mis de l'argent dans la traduction.
On a fait la même chose avec Magali Besson. Là, c'est Sorbonne Panthéon ou son unité de recherche qui a mis de l'argent pour la traduction. Donc, il ne faut pas hésiter à inventer de nouveaux montages financiers avec une aide des universités. Et la troisième chose que je voulais mentionner, que j'avais oublié de mentionner antérieurement, c'est qu'on est en train de créer des collections entre le SEMCA et la UNAM, l'Institut, la grande université nationale autonome de Mexico, et le SEMCA, donc notre unité mixte de recherche, et avec la UAM aussi, entre la UAM et l'Embajada. Donc on a un plan de publication sur 3 ans. Et là, je pense que là, il y a aussi une bonne carte à jouer en se rapprochant du SEMCA sur cette nouvelle collection avec la UNAM, ou de l'ambassade de France, puisque cette collection avec la UAM, l'Université autonome métropolitaine, va continuer à exister. Et puis, pour ceux qui travaillent sur le Mexique, sachez que l'Université Veracruzana est extrêmement dynamique et extrêmement preneuse de livres publiés en France. Ils ont publié les 2 derniers ouvrages de Bernard Lahire, qui sont des sommes de 1000 pages, et ils n'ont pas eu peur de traduire l'ouvrage. Mais l'ambassade était derrière, on a appuyé la publication des livres, et on a invité Bernard Lahire pour une tournée au Mexique. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et dernière chose enfin, puisque je pense qu'il y a eu 2 collègues qui l'ont mentionné, il ne faut pas hésiter à être présent aussi au Salon du Livre. Et ici au Mexique, on a un très très important Salon du Livre, la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, qui a lieu tous les ans fin novembre, début décembre. Cette année, la région invitée, c'est l'Union européenne. On aura à peu près 70 auteurs et autrices européens qui seront présents. Tous les plus grands auteurs sont présents. Alors c'est une foire, un salon du livre qui est aussi important quasiment que celui de Francfort. On a énormément d'éditeurs, il y a énormément de contrats qui sont vendus. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec le BIEF aussi, le beau international de l'édition française, là-dessus. Donc ne pas hésiter aussi à voir du côté des salons du livre. Il y en a un énorme à Bogota, un énorme à Buenos Aires et un vraiment très conséquent au Mexique. Bonjour, merci. Je ne sais pas si Guillaume Bocara est encore avec nous, parce que ma question s'adresse plutôt encore à lui. Moi, j'aimerais bien avoir un peu de visibilité sur le réseau Flaxo en termes de publication, parce que c'est quand même un gros réseau qui a des presses qui sont assez présentes en Amérique latine, qui circulent pas mal. Donc, pour savoir quelle expérience il a éditoriale de travailler avec ce réseau ou avec certaines antennes de ce réseau. Merci. Oui, je suis toujours là. Ben voilà, je réapparais. Non, je suis désolé, mais non, j'ai jamais travaillé avec la Flaxo. Non, j'ai jamais bossé là-dessus. J'ai fait juste une présentation d'un livre de Jérôme Bachet, lorsqu'on venait de sortir un livre de Jérôme, Adieu au capitalisme. On avait travaillé avec eux. Mais après, non, désolé, je n'ai pas d'éléments à vous fournir là-dessus. Je ne sais pas, ou d'autres personnes sur l'estrade. Non, mauvaise pioche, c'est pas grave. Voilà, merci. Oui, je pense que pour le réseau Flaxo, il faudra en parler à notre vice-président Carlos Kenan, qui est donc le référent du pôle Caraïbes à Saint-Domingue et qui a des liens anciens avec la Flaxo, qui pourrait vous renseigner. Et oui, et peut-être concernant cela, par rapport à d'autres, les SUMIFRE, par exemple, l'IFEA, il y a également des aides aux publications ou des projets de publication de livres en espagnol et dans les collections de l'IFEA. Et il y a Evelyne Mesclier qui est présente dans le congrès. Malheureusement, elle n'a pas pu nous accompagner dans cette table parce qu'elle est dans une autre table ronde. Mais du coup, c'est aussi quelqu'un qui peut tous nous enrichir par son expérience. Et je pense que tu avais une question. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport aux publications aux États-Unis, puisque je travaille sur l'Amérique du Nord. Donc je vais parler en français pour. Évidemment, on ne soumet pas à 2 revues académiques en même temps, mais il y avait la question du contenu de l'article qu'on soumet à publication. Je crois que les revues les journaux préfèrent que ce soit un article qui n'ait pas été publié ailleurs, enfin qu'il ait un contenu vraiment nouveau. Alors à quel degré? C'est-à-dire parce qu'on reprend quand même des choses d'articles précédents qui ont été publiés en France, par exemple. Donc quel est le pourcentage de nouveauté d'un article qu'on doit soumettre à un journal aux États-Unis, par exemple? Merci.
Oui, c'est une très bonne question. Je dirais, si on parle en chiffres, 75-80% devraient être nouveaux. C'est vrai que les revues ne veulent pas du tout quelque chose qui a été publié ailleurs ou qui est en train d'être publié comme livre, même un chapitre entier. Ça ne devrait pas être publié comme article. Donc, il faut avoir une stratégie au début, je crois, quand on termine une thèse, par exemple, avoir une stratégie pour... la grosse partie va être un manuscrit de livre, mais j'ai cette petite partie... un chapitre qui ne va pas avec tout l'ensemble très bien, que je vais essayer de publier en article. Donc, je crois qu'il faut bien réfléchir et stratégiser un peu comme ça. Je peux peut-être ajouter juste une réponse à ça. Dans le book proposal de Mad with Freedom, j'avais une partie sur les bouts qui avaient déjà potentiellement été publiés, soit en français ou en anglais, et j'avais dit que donc un des chapitres de Mad with Freedom avait été partiellement publié sous la forme d'un article pour la Revue française d'études américaines. Et donc le fait de l'avoir dit dès l'étape du book proposal a aplani tous les doutes et les craintes de l'éditeur. Et ensuite, l'éditeur m'a dit, par contre, ne publiez plus rien sur ce qui va devenir le livre. Donc, j'avais aussi ça dans le contrat qui était inscrit, que c'était vraiment le seul petit bout qui avait été déjà publié, mais dans une autre langue. Donc, je pense que ça a beaucoup aidé. C'est bien aussi de stratégiser un peu entre différentes langues. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'aurais une petite question pour Elodie, à nouveau, concernant le book proposal dont tu parles. Quelle est sa spécificité par rapport à un projet de remaniement de thèse qu'on demande ici en France? Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment ça fonctionne aux États-Unis et quelles sont les différences avec les projets de remaniement ici? Oui. Alors, effectivement, le book proposal, c'est un document, moi j'en avais récupéré deux qui avaient fonctionné pour deux historiens que je connaissais aux États-Unis. C'est un document d'une dizaine de pages qui présente à la fois les apports principaux de l'ouvrage. Donc même s'il n'est pas encore entièrement écrit, on essaie quand même de montrer quels vont être les apports, quelles vont être les hypothèses qui vont être testées et les différents résultats, en fait, de manière très méthodique. On présente la méthodologie et on replace l'ouvrage dans l'historiographie très récente. Et ça, c'est très important parce que l'idée, c'est toujours de garder en tête l'idée que son ouvrage, votre ouvrage, va être en concurrence sur le marché avec d'autres ouvrages qui potentiellement sont sur des terrains plus ou moins proches, sont sur des thématiques plus ou moins proches. Et donc, je pense que par rapport à ce qui est demandé en France, il y a vraiment cette volonté de l'éditeur de vous positionner dès le début sur l'enjeu un peu marketing même, hein, parce que dans le book proposal, moi, on m'avait conseillé d'écrire une partie sur le public de prédilection, donc si l'ouvrage allait s'adresser plutôt à un public de undergraduates ou de graduate students, ou de membres de la société civile, ou de membres du grand public, de chercheurs dans le domaine, dans le secteur associatif, donc d'être assez précis et de justifier pourquoi prendre tel ou tel public, c'est intéressant d'un point de vue marketing, d'un point de vue en fait du nombre de livres qui vont être vendus. Et l'autre chose, ce qui est assez intéressant, c'est donc de faire en fait une historiographie, mais peut-être pas à la manière dont on le conçoit dans la thèse, qui est une historiographie sur le temps longue. C'est vraiment de se focaliser sur les 5 dernières publications qui ont pu sortir en fait sur ces thématiques de recherche les 3 dernières années. Et l'idée, c'est vraiment de dire que l'ouvrage est différent et sera mis au programme de cours
pour être vendus aux étudiants. Et donc ça, c'est un exercice un peu différent de, je pense, que ce qu'on peut attendre en France. Et je vous conseille, si vous pensez faire ça, de un peu regarder sur Internet, soit si vous pouvez trouver des exemples de book proposal, parce que je sais que parfois ils circulent, ou tout simplement de consulter vos réseaux, les personnes qui, sur des thématiques proches, ont publié récemment des livres aux États-Unis. Par exemple, pour leur demander en fait si vous pouvez jeter un coup d'œil à leur book proposal et reprendre un peu la structure que je viens de vous énoncer. Ça, moi, j'avais vraiment fait ça de cette manière et ça m'avait beaucoup aidé pour la rédaction. Voilà. Super, merci Elodie. Et est-ce qu'il y a une autre question, peut-être une dernière question, et puis ensuite on pourra passer à la pause, je pense, si on n'a pas plus de questions. Est-ce qu'il y a des spécificités pour le Brésil et l'espace lusophone latino-américain? On ne vous a pas très bien entendu, je crois. Je m'interroge sur les spécificités du Brésil et du espace lusophone, qui n'est pas très représenté ici. Effectivement, il faudrait que ce soit une question à discuter justement pour les prochaines tables rondes qu'on organisera sur la circulation des publications. Il doit sûrement y en avoir. Hein. Mais voilà, je pense François Weigel, je ne sais pas comment on prononce, et il est actuellement professeur à Sao Paulo. Il a publié sa thèse au PUR. Et justement, comme Elodie, et sûrement, il est au courant de ces thématiques-là. Donc, il est présent au congrès également, donc vous pouvez probablement le contacter et parler avec lui de ces spécificités-là. Alors, pour profiter de ceux qui sont présents, et j'aurais une question à Élise qui a, suite à son long séjour en Colombie, tu as rappelé qu'on avait présenté, et c'est vrai, ce dossier BD au festival Caravansaray, je m'en souviens, l'intérêt que tu as rappelé, l'intérêt des Colombiens pour un tel sujet. Est-ce que c'était le sujet lui-même parce qu'il y avait le prétexte du festival, ou est-ce que les publications venant de France avaient, de par leur provenance, un intérêt marqué? Non, je pense que, un peu les deux. Oui, je pense que très utilitairement, le sujet les intéressait parce qu'en fait leur foire cette année-là, le Caravansaray, était sur les imaginaires, les représentations et je ne sais plus quoi. Et, bref, ça rentrait très bien dans la thématique de l'année, donc c'était une chose. Mais tous les interlocuteurs à qui, on a parlé, voilà, Mathieu, il y a Marion, je pense aussi une fois qui était là, à la fois Georges Lomné et Francisco Ortega qui sont mes référents, le doyen de la faculté des sciences humaines, la maison d'édition de la faculté de sciences humaines, même peut-être la maison d'édition de l'université, à échelle universitaire. Tous ont montré un intérêt très important à cette coopération. Je pense d'une part parce que c'est ouvrir peut-être à leurs étudiants un espace qui n'existe peut-être pas encore sur la coopération éditoriale, mais toujours, c'est pour ça que j'en reparlais tout à l'heure, un des gros points qui a été abordé et que depuis le début ils font attention à poser sur la table, c'est la réciprocité. Et c'est vrai que c'est une question très difficile à aborder. Et d'ailleurs, c'est clair dans cette table ronde, on a beaucoup quand même parlé d'un échange unilatéral. Donc voilà, c'est la grande question, comment réussir à impliquer toutes les parties et le faire dans des conditions à peu près égalitaires. Mais en tout cas, l'intérêt est là. Donc ce serait, voilà, il faut profiter de l'opportunité probablement pour essayer de construire des choses de la bonne façon. Mais en tout cas, je pense que l'intérêt était là. Et puis, donc oui, voilà, ouvrir un nouvel espace pour eux, pour leurs étudiants, leur personnel, les professeurs, etc. Mais aussi, je pense que c'était juste une question de visibilité internationale et voilà, être représenté ailleurs et que l'Institut d'Amérique leur apporte quelque chose d'autre que le moment des 3 ans où un coordinateur, une coordinatrice est sur place et que ça soit un petit peu sur un temps plus long, quoi. Très bien, super. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui à cette table ronde et merci à nos intervenants, intervenantes.